Bonjour à Bonjour tous. à, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour une présentation et un échange autour de la directive sur la transparence des rémunérations qui a fait beaucoup parler d'elle et qui fait encore de plus en plus parler d'elle. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous apporter un éclairage, alors autant que possible en l'état actuel de la transposition de cette directive, hein. Les travaux ne sont pas aboutis, on vous en reparlera. On va tenter de vous apporter un éclairage sur le contenu de cette directive, ce qui va changer, ce qui devrait changer dans les entreprises à compter de 2026, et puis la façon dont on vous conseille de vous préparer aux nouvelles mesures, aux nouvelles obligations qui seront portées par cette directive. Alors aujourd'hui, on est deux pour vous présenter ces éléments et puis pour échanger avec vous. Je suis Marie-Astrid Clergeau, je vous parle depuis le bureau de Nantes et je suis accompagnée d'Amélie Godard qui vous parle depuis le siège de Paris. On est toutes les deux consultantes spécialisées dans les expertises à dimension sociale et dans l'appui à la négociation, alors sur tout ce qui va relever des conditions de travail, de la rémunération, de l'emploi, des compétences, de la GEPP. Un tout petit point logistique avant qu'on démarre. Vous aurez la présentation, elle vous sera adressée à l'issue du webinaire. Et, euh, et deuxième point sur les questions. Donc, on vous laisse réagir au fil de la présentation dans le chat. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions. On conservera un temps à la fin de notre présentation, un temps assez conséquent. Donc, sur les 45 minutes, on essaiera de conserver 15 minutes pour répondre à vos questions. Et si jamais on n'a pas eu le temps ou on n'était pas en capacité de répondre à l'ensemble des questions, ben dans ce cas-là, on pourra vous adresser des réponses supplémentaires en même temps que le support. Ces préalables étant posés, je vous propose qu'on démarre par le contenu. Alors, à commencer par quelques mots sur le contexte et sur le pourquoi de cette directive. Je ne vais pas être longue, hein. En fait, le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas un sujet nouveau, hein. Il y avait déjà des très nombreux textes supranationaux qui posaient les principes, alors initialement de non-discrimination, et puis ensuite on parlait plutôt d'égalité de traitement, et puis plus récemment on parlait d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, mais ça remonte déjà aux années 1948 pour les premiers textes. Et en dépit de l'ensemble de ce corpus international, européen et puis national, euh, la Commission européenne a posé le constat en 2020 d'un écart de rémunération qui demeurait persistant et qui diminuait de moins en moins au fil des ans. Et alors peut-être quelques chiffres en France sur cet écart de rémunération. Les derniers chiffres disponibles datent de 2023, donc c'est assez récent. Ils sont posés par l'INSEE. L'écart de rémunération, l'écart salarial entre les hommes et les femmes en France en 2023, il était de 22%. Si on reste, donc là, c'est tout type d'emploi, tout temps de travail. Si on se concentre à temps de travail équivalent, l'écart de salaire à temps de travail équivalent entre les hommes et les femmes en 2023, il était de 14%. Et si maintenant on est à temps de travail et emploi équivalent, donc un écart a priori non justifié, il est toujours de 4% en France. Et on a le même constat dans une grande partie des pays européens. Parmi les différents facteurs qui ont été mis en avant par la Commission européenne pour essayer d'appréhender le pourquoi de ces inégalités salariales, alors on va retrouver la difficulté d'accès aux emplois à responsabilité pour les femmes, dans ce qu'on appelle le plafond de verre, la difficulté pour elles à déjà quitter les emplois des premiers niveaux de classification, l'existence, la persistance de stéréotypes, la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérés, et notamment les emplois de service. Mais au-delà de ça, l'existence toujours de discriminations directes et indirectes fondées sur le sexe. Donc, une fois que la Commission a posé le constat d'une stagnation des écarts de rémunération, et le deuxième constat de l'existence d'écarts de rémunération inexpliqués entre les hommes et les femmes à temps de travail et type d'emploi équivalent, elle a décidé d'adopter des mesures contraignantes, considérant que c'était le seul moyen de faire bouger les lignes, des mesures contraignantes sur la transparence des rémunérations pour à la fois obliger les entreprises à justifier de leur politique de rémunération,
mais aussi à rendre visibles les écarts pour permettre aux victimes éventuelles de discrimination de faire valoir leurs droits. Donc là, on va vous parler non pas de l'ensemble des facteurs d'égalité professionnelle, mais on va se centrer sur l'égalité salariale et le contenu de cette directive sur la transparence des rémunérations. Donc, les principaux apports de la directive. Donc, si on part du principe que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes proviennent notamment d'un manque de transparence, la directive replace la transparence au niveau des rémunérations à plusieurs niveaux. À la fois pour les candidats avant l'embauche, également pour les salariés en poste, plus de transparence envers le public à travers la publication de nouveaux indicateurs qui remplaceront l'index actuel. Et puis, ce qui est important à noter pour vous, c'est un rôle renforcé des représentants du personnel dans le dispositif. Alors, si on regarde dans un premier temps le renforcement de la transparence pour les candidats à l'embauche, il y aura l'obligation d'indiquer dans les offres d'emploi un niveau de salaire ou des fourchettes pour le poste convoité. Et puis, les employeurs, par ailleurs, ne pourront plus interroger les candidats sur l'historique de leur rémunération, pour éviter effectivement que si en début de carrière, des inégalités sont initiées entre les hommes et les femmes, que ces inégalités se perpétuent tout au long de la carrière des femmes. Ensuite, pour les salariés en poste, également plus de transparence, avec notamment la possibilité pour le salarié de demander à l'employeur, éventuellement par l'intermédiaire des IRP, de demander à l'employeur des informations par écrit sur le niveau moyen de rémunération, ventilé par sexe, pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de même valeur que lui. Et l'employeur aura 2 mois maximum pour lui répondre. Et ce qui est important, c'est que l'employeur devra informer chaque année les salariés de ce droit. Et vous voyez que cette notion de travail de même valeur, on y reviendra un petit peu plus précisément tout à l'heure, mais c'est vraiment un élément fondamental parce que ça renvoie à la revue des systèmes d'évaluation, de classification des emplois, à la structure des rémunérations pour s'assurer que les dispositifs actuels répondent au principe de travail de valeur égale, salaire égal. Donc ça, c'est vraiment un point important et qui nécessitera potentiellement pour les directions un gros travail. Et c'est pour ça que même si la transposition de la directive est prévue en droit français pour juin 2026 au plus tard, il faut vraiment anticiper et commencer à se pencher sur le sujet dès maintenant. Pour les autorités administratives et pour le public, une nouvelle publication avec de nouveaux indicateurs, 7 nouveaux indicateurs qui remplaceront l'index actuel. Là aussi, on vous en parlera un petit peu plus dans la suite de la présentation. Et puis, comme je vous le disais, un rôle renforcé pour les instances représentatives du personnel avec l'obligation d'effectuer une évaluation des rémunérations conjointement avec les représentants du personnel s'il est constaté que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dépasse 5%. Alors, quand on parle d'écart de rémunération ici, ce sera par rapport à l'indicateur qui fait référence aux salariés réalisant un travail de même valeur, et que cet écart n'est pas justifié par des critères objectifs et non sexistes, et qu'il n'existe aucune mesure visant à remédier à ces écarts dans un délai de 6 mois à compter de la communication. Et l'objectif, bien évidemment, l'objectif de cette évaluation conjointe est de recenser, de corriger et de prévenir
les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des critères objectifs et non sexistes. Donc, cette analyse comprend l'analyse des systèmes de rémunération et de classification. Et ce qu'il est important de noter aussi, c'est que les IRP participeraient à la définition des critères objectifs et non sexistes. Alors, une fois cette vision d'ensemble posée sur les apports de la directive et finalement ce en quoi elle renforce les obligations de communication sur les niveaux de rémunération, on se propose de rentrer un peu plus finement dans le détail pour vous expliquer, pour vous exposer les impacts opérationnels. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par rémunération? Alors, la directive, elle pose une définition très large de la rémunération, puisqu'il s'agit à la fois des salaires et traitements de base, mais aussi de tous les autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par un employeur à un travailleur en raison de son emploi. Donc, on a une définition extrêmement large de la rémunération. C'est l'ensemble des composantes de rémunération fixes, variables, espèces, nature. Alors, dans les premiers travaux de concertation qu'il y a eu sur les modalités de transposition de la directive dans un projet de loi, donc les premiers travaux de concertation avec les partenaires sociaux ont été engagés au printemps. Là, ils ont été suspendus, on y reviendra. Il y a des discussions autour de certaines composantes de rémunération et notamment les actions, stock options et avantages en nature où voilà, les organisations patronales et salariales ne sont pas complètement alignées. Néanmoins, à retenir que le niveau de rémunération, que l'approche de la rémunération, c'est une approche très extensive et que là, on va regarder ce qu'on ne regardait pas forcément auparavant, les différentes composantes variables de la rémunération. Ensuite, l'autre point à noter sur les écarts de rémunération. Qu'est-ce que ça voudra dire, les écarts de rémunération? Quand on mettra en avant les écarts de rémunération, on comparera les niveaux moyens de rémunération des hommes et des femmes. Et on exprimera cet écart en pourcentage par rapport au niveau moyen des hommes. Voilà pour la petite partie méthodologie sur qu'est-ce qu'on va entendre par rémunération quand on appliquera cette directive et qu'est-ce qu'on va entendre par écart de rémunération. Un petit point assez rapide, mais il me semble avoir vu passer des questions sur ce sujet-là, sur les nouvelles obligations qui seront portées sur le process d'embauche et sur la communication des niveaux de rémunération à l'embauche. Effectivement, la directive pose l'obligation d'informer le candidat avant l'entretien d'embauche, donc dans les offres d'emploi, de l'informer sur le niveau de rémunération qui peut être un montant, mais qui peut être une fourchette. Et puis, ça, c'est la première obligation. Et la deuxième obligation, enfin plutôt interdiction, c'est celle de solliciter les antécédents salariaux, donc demander au candidat, et aujourd'hui, dans votre poste, vous êtes rémunéré combien? Ce qui permettait auparavant, jusqu'à présent, de définir le niveau de rémunération à l'embauche. Donc là, il y a un vrai souci d'objectivation des rémunérations à l'embauche. Et là, on vous a mis quelques exemples d'offres d'emploi trouvées vraiment par hasard sur Internet. La pratique la plus couramment admise aujourd'hui en France, c'est celle de la définition des niveaux de rémunération à l'embauche en fonction du profil ou en fonction de la capacité du candidat à négocier son niveau de rémunération. Et c'est à partir de là que se créent les premiers écarts généralement de rémunération à poste équivalent et compétences équivalentes entre les hommes et les femmes. Alors, la question se pose de qu'est-ce qu'on entend par fourchette de rémunération? Parce qu'on peut se dire la rémunération à l'embauche sera de 40 à 70. Alors, oui, ce qui permet de laisser la latitude à l'employeur de définir son niveau de rémunération à l'embauche, mais il y a quand même un souci d'attractivité aussi. Il faut qu'il y ait des candidats qui postulent à l'offre d'emploi. Donc, vraisemblablement, il y aura, il serait souhaitable pour les entreprises de définir des fourchettes assez réduites de rémunération pour ne pas décourager les éventuels candidats par l'affichage d'un niveau de rémunération à l'embauche trop faible. Petit focus sur un autre point important que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure, le sujet de la comparaison des emplois de même valeur ou de valeur équivalente. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, le Code du travail, je l'ai remis ici, le Code du travail introduit déjà cette notion de travail égal, valeur égale, avec une définition d'emploi
d'emploi ayant une valeur égale, qui reprend notamment les critères de connaissances professionnelles, consacrés par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacité déroulant de l'expérience, de responsabilité et de charge physique et nerveuse. On retrouve un certain nombre de ces éléments dans la nouvelle définition de travail de valeur égale, auxquelles sont ajoutées les notions de conditions de travail, la directive précise, donc prise en compte pour définir le travail de valeur égale, les compétences, les efforts, charges physiques et nerveuses, responsabilités et conditions de travail, ainsi que s'il y a lieu, tout autre facteur pertinent pour l'emploi ou le poste concerné, avec la prise en compte, et là aussi c'est un élément nouveau par rapport au Code du travail français, prise en compte des éléments non techniques, les fameuses soft skills. Alors ça, c'est un élément vraiment important parce que ça suppose que dans vos entreprises, il y existe déjà des groupes ou des catégories qui sont bien définies et qui répondent à la définition d'emploi de même valeur au sens de la directive. Très, très souvent, le référentiel qui est pris en compte sont les classifications de la convention collective. On a également, dans certaines entreprises, la cohabitation avec un grading interne. Après, ce qu'il faudra vraiment vérifier aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous disais un petit peu tout à l'heure que c'est un travail qui peut nécessiter, c'est un travail qui peut vraiment être chronophage et qu'il faut anticiper dès maintenant, parce que vous imaginez bien que dans certaines entreprises ou dans certaines branches, les classifications peuvent être obsolètes et ne répondent pas à cette définition de travail de même valeur tel qu'il est exercé aujourd'hui dans l'entreprise. On vous a mis ensuite quelques exemples. Un premier exemple issu de travaux qu'on a pu mener dans le cadre de l'évolution dans la métallurgie, hein, l'évolution de la convention collective, où effectivement, il y a eu une remise à plat complète du système de classification. Et ici, on vous a repris le niveau de classification avant et après, et on s'est rendu compte effectivement que, eh bien, entre l'ancienne et la nouvelle classification, il y avait des salariés qui pouvaient potentiellement être à des niveaux de rémunération très, très hétérogènes, parce que, par exemple, pour la nouvelle classification F11, hein, c'est le premier niveau de cadre, on pouvait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus de 10, hein, une quinzaine de niveaux de classification correspondant à l'ancienne convention collective. Donc là, effectivement, il peut y avoir un vrai sujet d'hétérogénéité des niveaux de rémunération. Autre exemple que l'on a pu rencontrer dans les travaux que l'on a menés lorsqu'on accompagne les entreprises sur des sujets d'analyse des rémunérations, c'est que selon le système de classification que l'on regarde, on peut constater que l'entreprise sera contrainte ou non d'établir cette fameuse évaluation conjointe avec les représentants du personnel. Je vous disais tout à l'heure que s'il y a un écart de rémunération entre les hommes et les femmes de plus de 5%, qui n'est pas justifié par des critères objectifs et non sexistes, il devra y avoir une évaluation conjointe. Là, nous, on a fait l'exercice de regarder aujourd'hui s'il existait justement entre les hommes et les femmes exerçant un emploi de même valeur, un écart supérieur ou inférieur à 5%. Et on s'est rendu compte que si on prend les niveaux de classification convention collective, on ne constatait pas particulièrement d'écart manifeste de rémunération entre les hommes et les femmes. En revanche, si on prenait comme référentiel le grading interne, eh bien, on avait pour la majorité des coefficients un écart largement supérieur à 5%. Donc ça, ce sera vraiment un vrai point de vigilance pour vous, de bien vérifier
quel est le référentiel pris en compte dans la définition de ces emplois de même valeur. Parce que derrière, hein, on se rend compte que si on n'a pas une base de données qui est vraiment à jour, bien nettoyée, qui réponde à cette définition, bah, tout le travail qui pourra être fait derrière sera erroné. Alors, on a commencé par vous présenter une approche d'ensemble des obligations portées par la directive. On est revenu sur les obligations d'information des candidats à l'embauche sur les niveaux de rémunération pratiqués. Mais il y a une autre catégorie de salariés, de personnes qui seront destinataires d'une information beaucoup plus fournie que communiquée jusqu'à présent sur la rémunération. Ce sont les salariés eux-mêmes. Donc, la directive introduit un droit à l'information individuelle des salariés. Au-delà des éléments de reporting, le nouvel index dont je parlerai juste après, les salariés en poste, ils auront droit de solliciter tous les ans des informations sur le niveau de rémunération moyen des hommes et des femmes occupant un travail de même valeur que, d'où l'importance de la notion du travail de même valeur qu'Amélie vient d'évoquer. Donc, chaque salarié aura le droit de demander tous les ans et le droit d'obtenir dans un délai de 2 mois des informations sur les niveaux moyens pour un emploi de valeur équivalente et les critères qui sont utilisés pour définir la rémunération et définir les évolutions de rémunération. Alors, on pourrait imaginer que les salariés méconnaissent ce droit, mais l'employeur sera obligé de les en informer par écrit tous les ans de la capacité à exercer ce droit d'information sur les niveaux de rémunération. Alors, cette obligation, elle n'existe pas aujourd'hui dans le droit français, donc d'où les travaux de transposition de la directive. Il va falloir introduire cette obligation dans la loi. Mais ça va nécessiter, donc, au-delà du travail d'anticipation sur qu'est-ce qu'on entend par travail de même valeur, travail de valeur équivalente, aussi l'identification des critères qu'on utilise pour définir les niveaux de rémunération et définir la progression des rémunérations. Il faudra s'assurer d'être en capacité de pouvoir les définir par des critères objectifs et non sexistes, ces niveaux de rémunération et c'est la définition de l'évolution de la rémunération. Là, on était sur l'information individuelle. Sur l'information collective, sur le reporting, donc l'obligation de reporting et les différents indicateurs qui sont dans cette obligation de reporting diffèrent considérablement de l'actuel index égalité professionnelle. Celui-là, on va l'oublier parce que finalement, il n'y a qu'un seul critère en commun, un seul indicateur en commun. Donc, il y a 7 indicateurs, A, B, C, D, E, F, G, dans la future nouvelle obligation de reporting qui porte exclusivement sur la rémunération. Le premier indicateur, c'est celui qui est commun à l'actuel index égalité pro, c'est celui de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, on est sur la moyenne, hein, l'écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes. Deuxième indicateur, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables et complémentaires. Donc là, il va falloir décortiquer les différentes composantes de rémunération et mettre en évidence les écarts entre les femmes et les hommes sur les niveaux moyens de chaque composante de rémunération. On ne s'arrête pas à la moyenne, on va regarder aussi la médiane. Donc, c'est les deux indicateurs suivants. Il va falloir faire état des écarts de rémunération médians entre les femmes et les hommes et des écarts de rémunération médians sur chaque composante variable ou complémentaire de rémunération. Ensuite, on va regarder la proportion des femmes et des hommes qui bénéficient de chaque composante variable ou complémentaire. Sixième indicateur, on va décomposer la population en quartiles et on va voir quelle est la part des femmes et des hommes dans le quart de salariés qui a la rémunération la plus faible, deuxième quart, troisième, et le quart de salariés qui bénéficie de la rémunération la plus élevée. Donc, on va avoir la proportion de travailleurs d'hommes et de femmes dans chaque quartile de rémunération. Et puis, le dernier indicateur, c'est celui qui sera le plus complexe à générer vraisemblablement. C'est un indicateur qui vise à mesurer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Et là, c'est plus au global pour l'entreprise, mais par catégorie de travailleurs. Donc, sur des emplois de valeur égale, les écarts de rémunération moyens entre les femmes et les hommes
ventilés par composante de rémunération. Donc, la rémunération fixe et les différentes composantes variables de rémunération. Donc là, on va rentrer dans un niveau de détail nettement plus fin que celui qu'on connaissait par l'index égalité pro tel qu'il est aujourd'hui appliqué. Aujourd'hui, sur les écarts de rémunération dans l'index égalité professionnelle, je ne sais pas si vous y êtes familier, mais on a un découpage par tranche d'âge et CSP par défaut, sauf à ce que ce soit passé en CSE. Et dans ce cas-là, on a pu rester sur des niveaux de classification. Là, on va regarder pour la rémunération de base et les différentes composantes de rémunération pour un emploi de même valeur, les écarts entre les hommes et les femmes. Donc, il y a un véritable changement dans la nature et la finesse du reporting qui devra être fait. Alors, la directive prévoit quand même une modulation de l'obligation de reporting en fonction de la taille des entreprises. Ça, les 7 indicateurs que je viens de lister, ils devront être produits tous les ans pour les entreprises de plus de 250 salariés, tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc là, c'est sur la slide suivante. On a un détail qui a été évoqué, qui est envisagé. Ça, c'est dans le calendrier tel qu'il a été présenté par la Direction générale du travail aux partenaires sociaux dans le cadre des travaux de concertation. Donc, c'est pas, il pourra encore évoluer, mais de manière prévisionnelle, il y a ce calendrier qui a été établi avec une application du reporting, y compris pour les entreprises de 50 à 99 salariés. Et on a une distinction sur les 6 premiers critères qui sont plus faciles à générer et dont il y a une réflexion sur la génération automatique par les logiciels de paye. Et le dernier indicateur, c'est celui qui porte sur les différentes composantes de rémunération pour un emploi de même valeur, les écarts hommes-femmes. Et donc là, on a des différences de temporalité sur la génération de ces indicateurs par taille d'entreprise. La première date sur la génération du reporting, prévisionnel, c'est 2027, donc sur les données 2026. C'est pour ça qu'il y a assez urgence à se saisir de la question. Donc, les résultats seront communiqués à l'autorité avec une publication de la même manière qu'il y a une publication aujourd'hui des résultats de l'index, une publication, mais uniquement des 6 premiers critères. Et en revanche, une publication de l'ensemble des indicateurs aux salariés et à leurs représentants. La forme n'est pas encore définie dans le projet de loi tel qu'il est discuté. Ce sera défini ultérieurement par décret. Et c'est effectivement en référence à cet indicateur G qui vient de vous être présenté que l'évaluation conjointe direction et représentant du personnel devra être engagée en cas d'écart observé de 5% ou plus de rémunération entre les hommes et les femmes, s'il n'y a pas de justification liés à des critères objectifs et non sexistes. Alors, on attend quand même quelques précisions sur ces éléments-là, c'est-à-dire sur la définition des critères objectifs susceptibles de justifier ces écarts, et puis sur les modalités de coopération avec les représentants du personnel. Le document ministériel indiquait que les IRP seront impliqués dans la définition de ces critères. Puis on attend quand même quelques précisions sur la mise en place. Alors après, vous allez me poser la question, et quid? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a constaté des écarts? Est-ce qu'on a droit à indemnisation? Est-ce qu'il y a des pénalités? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, effectivement, il y a un droit à indemnisation. Ce que prévoit la directive, c'est que tout travailleur qui a subi une discrimination salariale fondée par le sexe pourra recouvrer intégralement des arriérés, les arriérés de salaire et également des primes ou avantages liés dans un premier temps. Et puis également, il pourra prétendre à une indemnisation pour les opportunités manquées et la réparation du préjudice moral et tout préjudice causé par d'autres facteurs pertinents. Il y aura également des intérêts de retard prévus.
Ce qui est important de noter par rapport au contentieux sur le sujet, c'est une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce sera à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'y a pas eu discrimination. Et puis un autre point qu'il est important de noter, c'est que le périmètre d'évaluation pourra être effectué aussi en dehors de l'entreprise, ce qu'on entend par source unique établissant les conditions de rémunération. Et notamment par source unique, on entend l'accord de groupe, l'accord interentreprise ou un accord conclu au sein de l'US. Voilà. Donc l'employeur ne pourra pas dire bah, je n'ai pas d'emploi de même valeur comparable dans l'entreprise. Non, il faudra aller chercher un petit peu plus loin. Bon, alors où on en est? Où on en est aujourd'hui, à novembre 2025, de la transposition en droit français de cette directive. Eh bien alors, ça avait bien démarré et puis tout est mis en stand-by si on veut aller à l'essentiel. On vous a remis un calendrier, là, une frise chronologique. La directive, elle a été adoptée par la Commission européenne en 2023. Ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, l'échéance de transposition en droit national pour tous les États, elle est à juin 2026. Entre-temps, il devait y avoir le temps de la concertation avec les partenaires sociaux, de la préparation et de la finalisation d'un projet de loi, de l'adoption de la loi et de la publication des décrets et des mesures d'accompagnement des différentes entreprises. La concertation avec les partenaires sociaux s'est ouverte au printemps 2025. Il y a eu 3 séances de concertation avec les partenaires sociaux. C'est pour ça que là, nous, on vous a mis des copies de quelques supports de travail et qu'on était déjà sur un pré-projet de loi. Mais tout a été mis en stand-by au début du mois de septembre du fait des changements gouvernementaux et les travaux n'ont pas repris. Donc, plus le temps passe, plus le calendrier prévisionnel, alors c'est celui qui est en bas, là, le support de réunion de concertation le 10 juin, qui prévoyait une adoption de la loi avant la fin de l'année 2025. Plus le temps passe, plus on se dit que ce calendrier, il va être difficile à tenir. Et soit il y aura un rattrapage in extremis sur le premier semestre de l'année 2026, soit la France sera en défaut sur le respect de l'échéance de transposition. Voilà, on n'a pas encore il n'y a pas plus de perspective de reprise des travaux sur la fin de l'année 2025. On espère début 2026 que cela reprendra. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de visibilité. Déjà, je pense qu'il faut avoir vraiment en tête que l'échéance de transposition, elle est en juin 2026 et qu'il est quand même probable que la France essaye de respecter et si elle ne respecte pas, ce sera de quelques mois. Mais on ne peut pas le garantir. Même s'il y a une incertitude sur la période d'adoption de la loi de transposition, les chantiers sont d'une telle importance à nos yeux, les chantiers à conduire aujourd'hui dans les entreprises, qu'en fait, on aurait presque dû les commencer l'année dernière ou l'année d'avant. Ce n'est pas une directive qui emporte des obligations techniques pour les entreprises. C'est une directive qui emporte des obligations de transparence des rémunérations et qui nécessite qu'on conduise une vraie mise à plat et une vraie réflexion sur la politique de rémunération. Sur la politique de rémunération et sur, finalement, ce que Amélie évoquait tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on entend par travail de valeur égale et est-ce que nos emplois, est-ce qu'il y a une correspondance entre la valeur des emplois et la classification des emplois? Donc, il y a un travail à conduire de manière assez urgente sur à minima 4 grands chantiers. Le premier chantier, et c'est celui qui pourrait être le plus chronophage peut-être pour les entreprises, c'est de savoir qu'est-ce que sera le point de référence. C'est quoi notre point de référence d'un travail de valeur égale? Est-ce qu'on se base sur la classification de la branche? Est-ce que, non, elle est obsolète, donc on se base sur la classification interne de l'entreprise. Quand on fait ce travail-là et qu'on fait un travail de mise à plat de la classification, est-ce qu'on a une actualisation? Parce que les emplois, le contenu de beaucoup d'emplois a changé. Les pratiques professionnelles ont évolué, les niveaux de responsabilité ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce qu'on a actualisé, nous, la classification des emplois sur la grille de classification?
Donc, il y a tout ce travail de mise à plat, d'identification du point de référence. Qu'est-ce qu'on entend par travail de même valeur qui pourra conduire, on l'imagine, à une remise à plat et à un exercice de cotation des emplois pour se remettre à niveau sur la grille de classification. Le deuxième chantier, ce sera celui de la mise à plat, non pas de la classification, mais de la politique de rémunération. Et avec un travail indispensable de cartographie des rémunérations. Voilà, admettons, on est sur la classification, on fait un travail de mise à plat des niveaux de rémunération et on s'interroge sur l'existence d'écarts non justifiés par des critères objectifs non sexistes. On y reviendra parce qu'il y a plein de questions sur qu'est-ce que c'est que ces critères. Dans ce cas-là, il y a la nécessité de corriger les écarts de rémunération. Et puis, il y a la question qui va se poser de est-ce qu'on est en capacité de justifier de l'ensemble de l'éligibilité et des niveaux des différentes composantes de rémunération. Aujourd'hui, les entreprises qui pratiquent des primes discrétionnaires ou dont une partie du montant est discrétionnaire, ces pratiques-là, elles sont très courantes. Et bien demain, ce ne sera pas possible d'avoir des primes discrétionnaires qui ne reposent sur aucun critère. Donc, il faut remettre à plat les niveaux et plus globalement la politique de rémunération. C'est le deuxième chantier et celui-là, il est aussi conséquent. Le troisième chantier, il porte finalement sur les process de communication, à la fois les process de communication des niveaux de rémunération à l'embauche. Parfois, il faut revoir assez substantiellement la politique et les process de recrutement. Donc, la rémunération à l'embauche, et puis peut-être qu'on se rend compte aussi qu'on n'a pas de grille de rémunération à l'embauche et qu'il faut l'établir. Donc, les process de rémunération à l'embauche, les process de communication, pardon, des éléments de rémunération dans les offres d'emploi, et puis il faut travailler aussi sur les process de communication aux salariés qui en feront la demande. Comment on les informe qu'ils ont ce droit et comment on répond aux salariés qui font la demande. Et puis, on a un chantier qui est plutôt sur l'accompagnement du changement. La France se caractérise quand même par un faible niveau de transparence des rémunérations aujourd'hui dans les entreprises et on parle assez peu des niveaux de rémunération entre employeurs et salariés et même entre salariés eux-mêmes. Et donc, il va y avoir quand même un gros travail d'accompagnement du changement à conduire et d'outillage des managers pour qu'ils soient d'abord informés de cette directive, des obligations, de la nouvelle réglementation et à l'aise avec les sujets de rémunération, des rémunérations de niveau communiqué. Donc, 4 grands chantiers qu'on préconise très fortement d'ouvrir, si ce n'est pas déjà fait, au plus vite. Peut-être quelques éléments de conclusion et il nous restera 7-8 minutes pour répondre à vos très nombreuses questions, enfin à celles dont on pourra répondre et puis les autres, ce sera par écrit. Si on devait retenir que 2 idées, c'est la première que cette directive, elle emporte des obligations de transparence des rémunérations et d'objectivation des écarts de rémunération. Et qu'au-delà de cette obligation de transparence, il y a plein de questions qui vont se poser sur la méthode de classification des emplois dans l'entreprise, sur la politique de rémunération, sur comment on objectivise, comment on évalue les compétences, comment on évalue les performances, comment on objectivise l'éligibilité et les niveaux de variables de rémunération. Ça remet à plat les process de recrutement, ça remet à plat pas mal de process d'information interne et externe, et puis ça emporte des changements culturels significatifs. Donc, on est sur déjà un changement substantiel sur la communication fine de la rémunération et sur tout ce qui va avec la définition des niveaux de rémunération. Il nous paraît, et c'est vraiment le dernier mot, il nous paraît vraiment nécessaire de conduire 3 types de travaux à très court terme. 1, communiquer, partager sur voilà, qu'est-ce qui va changer du fait de l'application de cette directive. 2, faire un diagnostic, poser le diagnostic de la politique de rémunération. Et 3, faire un diagnostic des éléments connexes à la rémunération. La classification des emplois, elle pose une classification des emplois de valeur égale ou pas valeur égale. Est-ce qu'il faut revoir la classification de certains emplois? Comment on évalue les salariés? La politique de recrutement. Donc, on a un travail autour de la communication, un travail autour de la politique de rémunération et un travail autour de tous les éléments qui déterminent la politique de rémunération. Et puis, un dernier des derniers mots, sur ces chantiers-là, n'hésitez pas vraiment à faire appel à nous. Alors d'abord, même sur la communication et le partage des enjeux de cette directive, on peut intervenir, mais
surtout saisissez l'opportunité des expertises sur la politique sociale pour lancer le travail de cartographie des rémunérations et de cartographie de tous les déterminants de la rémunération, y compris la classification des emplois. Voilà, on a essayé d'aller à l'essentiel, hein, mais on n'a pas les réponses sur tout. J'arrête le partage pour pouvoir voir vos questions posées dans le chat. Mais Alors, oui. il y en a une tout à l'heure, et puis je me suis dit que je voulais y répondre quand même parce qu'elle revient assez souvent. Oui, c'est une directive qui va objectiver les écarts entre les hommes et les femmes, mais quid des écarts hommes-hommes et femmes-femmes? En fait, cette directive, elle est née, elle a vu le jour parce qu'il y avait des écarts de rémunération injustifiés, des discriminations entre les hommes et les femmes. Mais elle va bénéficier à l'ensemble des travailleurs. Parce qu'à partir du moment où un salarié homme aura des éléments sur les rémunérations qui sont pratiquées sur un emploi de valeur égale au sien, et qu'il pourra questionner qu'est-ce qui fait, quels sont les critères qu'on utilise pour définir le niveau de rémunération, quels critères, qu'est-ce qu'on utilise pour faire évoluer les rémunérations, ça va lui bénéficier aussi. En fait, ça bénéficiera vraiment à l'ensemble des salariés. Ouais. Et c'est vraiment l'occasion, cette directive, d'impulser une remise à plat autour de l'équité des rémunérations sur l'ensemble de la population, au-delà du seul sujet de genre. Quand l'employeur ne donne pas d'infos, que faire? Comment aborder le sujet avec la direction pour bien anticiper, etc. Quand l'employeur ne donne pas d'infos, là, l'employeur devra quand même bien être obligé de donner un certain nombre d'infos. Et comme Marie-Astrid vous le disait tout à l'heure, vous avez dès maintenant un levier important pour vraiment avoir des éléments détaillés sur un bon diagnostic de rémunération, c'est à travers le levier de l'expertise sur la politique sociale. Parce que l'expert, dans ce cadre-là, a accès à un certain nombre de documents et notamment le fichier du personnel qui reprend l'ensemble des rémunérations. De façon anonyme, bien sûr, on travaille sur des matricules, mais salarié par salarié, on a l'ensemble des éléments de rémunération. Et ça, c'est vraiment une base très, très riche à partir de laquelle on peut commencer à travailler et poser un bon diagnostic de l'état des lieux des rémunérations. Alors, d'autres questions? Je perds, il y en a beaucoup. Ah oui, il y avait des questions sur les critères. Les critères et la valorisation de l'expérience ou est-ce que ça peut justifier des écarts? Est-ce que ça peut être considéré comme un critère objectif sur les écarts de rémunération? Oui, ça peut, mais pas deux fois. C'est-à-dire que s'il y a déjà des primes qui sont liées à l'expérience, on ne peut pas aussi justifier des écarts de rémunération de base par l'expérience. Donc, on peut utiliser ce critère une fois. C'est le cas des primes d'ancienneté notamment. Oui. Voilà, si on a une prime d'ancienneté, l'ancienneté ne peut pas être retenue deux fois comme critère justifiant un écart. Je vois un accès à l'ensemble des données de rémunération par l'expert dans le cadre de la consultation politique sociale et auparavant dans le cadre des comptes de l'entreprise depuis une décision de la Cour de cassation obtenue par le CCE et son expert en 2009. Bon, là, bon, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. En tout cas, en tant qu'expert, on a accès à toutes les informations qui sont utiles pour notre mission. Et typiquement, le fichier du personnel qui reprend l'ensemble des rémunérations, c'est quelque chose qui ne fait plus débat. Et les jurisprudences sont régulièrement claires là-dessus. C'est un élément auquel on a accès. Il y avait une autre question sur la communication qui aurait pu être intéressante, des minimums et maximums sur les emplois de valeur égale. Effectivement, ça aurait pu être très intéressant, mais ce n'est pas le parti pris. Donc, on est sur des moyennes ou des médianes, mais on n'est pas sur des minimums, maximums. On a aussi la dispersion par quartile qui est intéressante, mais pas les mini-maxi. Il y a des questions sur la métallurgie. Alors oui, c'est une des grandes difficultés, ça va être une très grande difficulté dans la métallurgie, parce que comme on a changé de système de classification, comme l'évoquait Amélie, qu'on était une classification
sur une classification qui était au poste, mais aussi aux caractéristiques du salarié, à son expérience, avec des mécanismes de progression automatique. On a changé et on est passé à une classification strictement à l'emploi. Et donc, il va falloir justifier des écarts de rémunération aujourd'hui de salariés qui sont sur un même niveau de classification, donc a priori un travail de même valeur, et qui ne sont plus difficiles à justifier que c'est le poids de l'histoire. Alors, le montant de l'amende, il y a pas mal de points sur lesquels on n'est pas en capacité, sur lesquels on n'a pas d'éléments de réponse aujourd'hui, parce que en fait, ce sera défini, précisé dans le cadre de la loi, ou il est déjà prévu que ce ne sera même pas dans le cadre de la loi, mais dans le cadre des décrets d'application. Bien, je vois une question qui reprend un élément important. Mon entreprise compte une centaine de salariés, mais seulement 8 hommes, etc. Un point qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans la communication de l'index, on a des effets de seuil. En dessous d'un certain effectif, l'index n'était pas calculé. Demain, ça ne sera plus le cas. Même s'il n'y a qu'une personne d'un sexe, là, les critères seront calculés quand même. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que pour des raisons de confidentialité, les résultats ne seront pas communiqués sur le site Internet, mais seront transmis à l'inspection du travail et aux représentants du personnel. C'est en discussion sur le montant des sanctions, pour répondre à la dernière question. Alors, il va falloir qu'on clôture parce qu'on avait jusqu'à 11h45, on a un peu débordé. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, il y en a sur lesquelles on n'a pas les éléments aujourd'hui. Il va falloir attendre que la loi passe. D'autres, on pourrait y répondre, mais on n'a pas eu le temps. Donc, on va peut-être rajouter à la présentation un petit question-réponse pour au moins apporter des éléments de précision sur vos principales interrogations. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Il y a les contacts sur la présentation, Amélie ou moi. Si vous avez des questions spécifiques sur la situation de votre entreprise, on vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation aujourd'hui. Juste pour info, le prochain webinaire, 13 novembre, sera consacré au sujet des conditions de travail post-PSE. Merci à tous et très bonne journée. Très bonne journée, à bientôt.